Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons accueillir David Melopena. Donc, bonjour David, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Nous allons en apprendre un peu plus sur David, son histoire, son parcours et bien sûr sa vision de l'avenir. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas en quelques mots? Donc, moi, je suis le président de la société vendezvotreMaison.fr. C'est une société qui a été créée en mars 2007, où on fait de l'achat et de la vente immobilière partout en France. On achète directement des biens aux particuliers. Très bien. Donc, on va aller plus en détail dans votre activité. Si je ne me trompe pas, vous faites de ce qu'on appelle de l'e-buying immobilier? Tout à fait. Super. Écoutez, on va en parler plus en détail, mais d'abord, on va un peu faire un bond dans le passé. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance? Quel enfant étiez-vous quand vous étiez petit? Où est-ce que vous avez grandi? J'ai grandi à Creil, dans l'Oise. Mon enfance, j'ai très tôt travaillé, puisque très jeune, mon père était entrepreneur en maçonnerie. Et donc, j'ai passé énormément de temps à soit à l'aider, soit à travailler sur les marchés, à vendre des fruits et légumes, des jeans. Voilà, j'ai dû toujours travailler en réalité, même pendant mon enfance. Quand vous étiez jeune, du coup, est-ce que vous avez fait des études ou vous avez directement travaillé? J'ai été jusqu'au baccalauréat que j'ai obtenu, mais c'est effectivement ensuite j'ai démarré un BTS profession immobilière en alternance. Et un an après, en fait, j'ai créé ma première agence immobilière, que j'ai fermée d'ailleurs, parce que j'avais seulement 21 ans quand je l'ai créée. Moi, j'ai commencé à travailler dans l'immobilier en 1999 à 19 ans. D'accord. Ah oui, donc vous avez eu une sorte de passion et d'intérêt pour l'immobilier assez tôt. C'est ça. En fait, mon père était dans le bâtiment. Donc, au départ, je pensais que je serais également dans les métiers du bâtiment. Et puis ensuite finalement, je me suis orienté sur l'agence immobilière. Donc très vite, puisque moi j'ai toujours fait que de l'immobilier finalement depuis mes 19 ans. Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'immobilier? Qu'est-ce que vous aimez? C'est difficile à dire comme ça. C'est quelque chose qui transpire chez moi depuis toujours. Donc ça fait vraiment partie de moi. L'univers finalement de la maison, de la construction, j'ai toujours baigné dans ça. Et en fait, pour moi, ça me paraissait très naturel finalement d'être dans ce milieu-là. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise et au final, vous avez commencé comme ça depuis le début. On va parler de Vendez votre maison, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Oui, alors c'est une entreprise, donc comme je disais au départ, qui a été créée en mars 2007. On était deux dans un bureau. En septembre 2008, on a connu tout de suite la crise immobilière. Donc on achetait déjà à l'époque plutôt des ensembles immobiliers. Et puis pendant cette crise, on a dû faire face à un ralentissement du marché. Et on a appris à vendre très rapidement nos opérations et en tout cas à trouver des solutions pour le faire. Aujourd'hui, la société vendezvotreMaison.fr s'est agrandie. On est une petite vingtaine de personnes. On a deux bureaux dans l'Oise. On a pour le moment un bureau en Île-de-France et on devrait en ouvrir un à la rentrée de septembre, un second. Et on vient d'ouvrir également un bureau en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var, sur Saint-Raphaël. Donc, notre société, en fait, elle est spécialisée dans l'achat de maisons, maisons et appartements. On fait également du terrain à bâtir et de la grange. Mais notre spécialité, c'est surtout les maisons et plutôt en périphérie des grandes villes, plutôt en extérieur. C'est là où on est le plus spécialisé. D'accord. Et du coup, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes en Île-de-France et également dans l'Oise. Est-ce que quelles sont selon vous les différences assez marquantes
entre l'immobilier qu'on retrouve et même le marché en Île-de-France et celui dans l'Oise ou même en province en général? Alors, tout d'abord, la différence, elle est particulière, particulièrement visible par rapport au prix. Évidemment, plus on est proche de grandes villes comme Paris, plus on s'en éloigne, plus les prix descendent, avec bien entendu quelques exceptions. Mais globalement, le marché est très différent. Plus Paris et plus vous vous éloignez. Les prix du marché sont en réalité un reflet de la demande. C'est-à-dire que plus vous êtes, par exemple, en Île-de-France, on a plus de demandes, les prix au mètre carré sont plus élevés que quand vous êtes sur des extérieurs. Donc, généralement, on mettra moins de temps à vendre un produit sur l'Île-de-France que lorsqu'on se situe sur un extérieur. D'accord. Et du coup, au niveau de votre offre, elle s'adresse à des particuliers, à des professionnels, aux deux? Peut s'adresser aux deux. Aujourd'hui, on est principalement contacté par des particuliers qui ont un projet, soit une urgence à vendre, soit différents projets, mais dans lequel il faut effectivement trouver une solution rapide pour procéder à la vente. D'accord. Du coup, on va parler du concept justement d'e-buying. Est-ce que ce concept d'e-buying existait déjà quand vous avez créé l'entreprise en 2007? Non, en fait, si vous voulez, le concept d'e-buying n'existait pas en 2007, ou en tout cas, il n'était pas connu. Le principe d'acheter et de revendre des maisons existait, bien entendu. De là, effectivement, à le proposer au grand public, non. Nous, c'était principalement des agents immobiliers qui nous appelaient pour nous proposer plutôt des ensembles immobiliers sur lesquels il y avait plusieurs maisons, plusieurs terrains. C'est qu'au fur et à mesure de la demande, ou en tout cas des gens qui nous demandaient, voilà, j'ai ma maison à vendre, est-ce que vous pouvez m'en proposer un prix? Si au départ, effectivement, on leur dit, écoutez, non, puisque nous, on rentre uniquement dans un cadre d'optimisation, à partir du moment où il n'y a pas d'optimisation à faire de notre maison, on ne pourra pas vous faire de proposition. À force qu'on nous demande finalement qu'on puisse faire au moins une proposition, on a finalement mis en place ce service. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez, est-ce que la transition au final d'incorporer l'e-buying petit à petit au fil des années, la transition n'a pas été compliquée pour vous? Parce que du coup, c'est un concept qui se relie un peu au digital. Alors, en fait, si vous voulez, ça s'est imposé dans la mesure où, en fait, ça répondait à une demande. On a eu une dame, par exemple, qui devait vendre très rapidement parce qu'elle voulait rejoindre ses enfants dans le sud de la France. Elle avait déjà vendu sa maison, mais finalement, les clients n'avaient pas eu leur financement. Elle nous a dit, écoutez, faites-moi une proposition, et puis si ça me convient, on y va. On a eu des personnes, par exemple, des héritiers qui avaient besoin de vendre également, qui n'étaient pas dans la région. Ils étaient plusieurs, il n'y en avait aucun qui avait envie de s'en occuper. Voilà, c'est plusieurs situations dans ce cadre-là qui ont fait qu'on s'est dit, tiens, il serait peut-être effectivement intéressant de pouvoir proposer finalement une offre de reprise, un peu finalement comme on le retrouve aujourd'hui quand vous allez acheter une voiture, ou en tout cas votre concessionnaire va vous proposer de reprendre votre véhicule. Effectivement, cette offre ne vous convient pas, vous avez au moins une proposition et vous pouvez avoir un choix, soit de la vendre par vous-même, soit d'accepter la proposition du garage. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez que ce concept aujourd'hui, à l'heure actuelle, apporte à l'immobilier en France, que ce soit justement en province ou l'immobilier parisien? Écoutez, c'est en tout cas une offre alternative à ce qui se propose de manière traditionnelle. C'est comme je vous le disais précédemment, une offre ferme et définitive sur laquelle un vendeur peut compter. Aujourd'hui, la seule possibilité quand on est propriétaire d'un bien, c'est de le mettre en vente. Je dis aujourd'hui, ou plutôt hier. Maintenant, on a en tout cas le choix effectivement de le mettre en vente via les agences immobilières ou directement de particulier à particulier pour essayer d'en obtenir le meilleur prix, avec bien entendu une inconnue qui est de savoir quel est le délai, quel est le prix final que je vais obtenir. Finalement, le service d'achat immédiat répond en tout cas au moins à une demande d'immédiateté et de savoir exactement quel est le prix, en tous les cas, que je peux obtenir à l'instant T.
Oui, c'est vrai on est dans une société où tout commence à aller très vite, les gens veulent des réponses assez rapidement. Et du coup, ce concept-là, en effet, il répond bien à une société qui est en train de changer au niveau de la consommation et de la demande. Euh, du coup, on va un peu parler plus de vous sur un plan personnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien, votre statut de chef d'entreprise, comment est-ce que vous managez vos équipes? Mon quotidien, c'est mon travail et même, même le week-end, je pense que même le soir, on y pense et quand on se réveille, on y pense tout le temps. Mhm, En tant que chef d'entreprise. Alors moi, c'est vrai que je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 21 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. mhm, Je vous dis, je gère une petite vingtaine de personnes. Euh, mais en termes de management, je crois qu'on est sur quelque chose finalement d'assez peut-être dans l'air du temps, où en réalité, on recrute des gens qui finalement sont très autonomes et savent mhm. eux-mêmes gérer leur journée ou leurs activités. Alors, bien Et entendu, oui, je vous en prie, pardon, excusez-moi. non, allez-y. J'allais vous demander justement, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été chef d'entreprise à 21 ans et 20 ans Oui. plus tard, enfin, comment votre vision de chef d'entreprise, de l'entreprise en général, a évolué? Est-ce que vous êtes arrivé chef d'entreprise à 21 ans avec une vision, euh, je sais pas, des stéréotypes, des attendus, et qu'aujourd'hui, je sais pas, est-ce que c'est totalement différent ou ça s'est construit au fur et à mesure du temps? Bah, si vous voulez, il y a une grande différence effectivement quand j'ai créé ma première entreprise à 21 ans et aujourd'hui. Quand vous créez votre entreprise à 21 ans, moi j'avais commencé à 19 ans en alternance. J'étais pas un mauvais commercial, mais ni le meilleur. Et vous vous retrouvez gérant d'une entreprise avec des tonnes de papiers qui vous arrivent que vous ne comprenez pas, Oui. l'URSSAF, enfin bref, différents documents. Et là, vous êtes complètement submergé à 21 ans. Mhm. 20 ans plus tard, tout ça, tout est naturel. En fait, vous avez mis en place une organisation et vous ne gérez plus ce type de choses. Vous savez finalement où vous devez vous placer en tant que chef d'entreprise, où vous êtes bon, et laisser finalement les autres faire chacun dans leur domaine. Quand vous ouvrez, que vous commencez à 21 ans, vous voulez tout faire et vous êtes Mhm. complètement submergé par tout ce qui se passe et vous comprenez pas bien parce que finalement, il n'y a rien qui vous prépare à ça. Je me rappelle à l'époque, j'avais même un employé qui avait peut-être 20 ou 25 ans de plus que moi et Mhm. j'étais pas prêt à gérer comme quelqu'un comme ça qui était beaucoup plus âgé, finalement, qui avait plus d'expérience Mhm. que moi. Oui. Bon, et aujourd'hui, c'est plus le problème parce que vous savez que certaines personnes sont meilleures que vous dans certains domaines, et tant mieux. Et vous, par contre, vous avez une certaine assurance sur la manière, en tout cas, de faire votre métier. Et personne ne le remet en cause puisque de toute façon, l'entreprise aujourd'hui existe depuis 15 ans et Oui. elle est quasiment en constante progression sur ses activités. Euh, et si, par exemple, demain, il y a justement un jeune de 21 ans qui, comme vous, souhaite devenir chef d'entreprise dans l'immobilier, quel conseil vous lui donneriez? Puisque vous, justement, vous avez eu toute cette expérience et aujourd'hui, vous en êtes très bien sorti, vous avez réussi. Quel conseil je peux lui donner? Déjà, le premier conseil que je peux lui donner, c'est déjà de travailler un certain temps dans l'univers où il veut aller, hein, si c'est l'agence immobilière ou si c'est chez, chez, chez une autre branche d'activité de l'immobilier, c'est déjà effectivement de passer par un certain nombre d'étapes en tant que salarié. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est beaucoup facilité, hein, notamment dans l'univers de l'immobilier avec les mandataires. Donc c'est vrai que c'est aussi une possibilité. Bon, mon premier conseil, effectivement, que je pourrais donner, c'est de pouvoir déjà commencer à travailler en tant que pour un agent physique, et après de se lancer. Mhm. J'avais une question qui me trottait en tête, puisque votre entreprise a connu quand même la crise financière de 2008, la crise du Covid. Entre ces deux événements, selon vous, quelle a été la période la
plus difficile et celle qui vous a finalement donné le plus de leçons et vous a aidé à aller de plus vers l'avant? Alors, ce sont deux événements complètement différents, même si effectivement, dans un premier temps, on a voulu gérer la crise du Covid comme on a géré la crise de 2008. En septembre 2008, pour vous raconter un petit peu, plus rien ne se passe, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment d'acheteurs, en tout cas très peu, sur le marché, et on se retrouve avec peut-être à l'époque une trentaine d'opérations, si je puis dire, sur les bras. Donc, notre premier réflexe était de se dire, bon, il reste quand même un niveau de transaction qui est beaucoup plus faible qu'avant. Il faut que s'il y a des maisons ou des appartements qui se vendent, ce soit des nôtres. Donc, compte tenu de ça, on procède à des baisses de prix pour écouler petit à petit notre stock. Finalement, la crise de 2008 dure que quelques mois en réalité. Elle dure très longtemps dans le discours médiatique, mais très rapidement, en 2009, l'immobilier repart et donc les opérations se font très bien. On a un discours qui est de crise immobilière. De ce fait-là, c'est plus facile de négocier des prix d'acquisition et malgré tout, il y a plus d'acheteurs, donc les transactions sont beaucoup plus faciles. La crise qu'on vient de connaître en mars 2020, elle est assez terrible parce que c'est aussi bien des crises économiques, on avait déjà entendu parler, on en avait connu une crise sanitaire où finalement tout le monde doit rester chez soi. En toute objectivité, je pensais que c'était un peu la fin de tout à ce moment-là. Donc, quand on reprend les activités de mémoire, je crois que c'est 2 mois et demi plus tard, au mois de mai, même schéma, on se dit voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. On a cette fois-ci une centaine d'opérations, je crois 120 produits en stock. Et donc là, je demande à mes équipes d'arrêter d'acheter et d'écouler. Et donc de vendre. Et très rapidement, il se passe quelque chose d'assez surprenant, c'est que on assiste tout de suite à un certain nombre d'acheteurs. Et finalement, dès le mois de juillet, on change un peu nos plans parce que nos produits s'écoulent très très vite. On se retrouve avec beaucoup de gens de la région parisienne qui vont acheter sur les périphéries. Et notre stock diminue très vite et on reprend l'acquisition de biens. Et tout ça jusqu'en juin de cette année, on n'a jamais vendu aussi vite et aussi bien que ce qui vient de se passer post-Covid. Ah oui, vous êtes vraiment bien réglé de cette crise au final, parce que j'imagine que, comme vous avez dit, vous avez l'impression que c'est un peu la fin de tout, donc c'est l'état d'esprit, surtout en tant que chef d'entreprise, vous avez forcément des employés, une structure à maintenir, donc ça devait vraiment pas être facile. Donc on va se diriger un peu plus vers quelque chose, on va dire, de plus positif. Est-ce que vous avez à court ou long terme des objectifs personnels ou professionnels que vous aimeriez accomplir? Des objectifs, oui. Alors en fait, si vous voulez, nous, on s'est fixé des objectifs en termes de volume. On souhaite effectivement aujourd'hui sur cette année. Donc nous, on a la chance de chaque année, même suite au Covid, de réaliser des bilans qui sont positifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas déficitaire. Sur le dernier bilan, on a un CA qui est à peu près de 14 millions. On espère doubler en fait ce niveau d'activité sur les 2 ans qui arrivent, atteindre assez rapidement 50 millions de volume de revente. Voilà. Et puis ensuite, on devrait passer un cap. Pour ce faire, nous, effectivement, on a la chance d'être finalement financé par le milieu bancaire traditionnel, puisqu'on est reconnu comme des vrais professionnels de l'immobilier, puisque j'ai commencé en 1999, ça fait plus de 20 ans. Et on n'a pas, si vous voulez, aujourd'hui de fonds d'investissement extérieurs qui nous financent. C'est tout sur fonds propres ou grâce aux fonds de nos différents partenaires bancaires. D'accord. Oui, c'est vrai que ça vous offre une certaine sécurité, du coup, et une assurance pour avancer dans vos projets.
Et sur le plan personnel, est-ce qu'il y a des objectifs, je ne sais pas, en tant que chef d'entreprise, que vous aimeriez accomplir ou des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler? Sur le plan personnel, l'objectif, c'est d'être heureux. Moi, j'ai une petite fille qui vient de fêter ses 6 ans. Je sais que j'essaye toujours, je travaille le mercredi, mais j'ai la chance d'avoir créé également un bureau juste à côté de mon domicile. Voilà. Si vous voulez, il y a quelque chose aussi que j'ai compris au bout de toutes ces années. J'ai vu beaucoup de choses dans l'univers de l'immobilier, des concurrents arriver, des concurrents partir, des gens qui peuvent vous critiquer et puis au final qui sont plus là ensuite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, les années elles passent très très vite. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier et que les choses les plus importantes en réalité, c'est finalement votre famille, vos parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très jeunes. Et puis vos enfants. Aujourd'hui, j'ai qu'une petite fille, mais c'est énormément de bonheur. Donc finalement, en réalité, c'est ça le plus important. Forcément, le travail impacte votre vie personnelle. Ça doit être le travail doit vous permettre justement de vivre heureux, mais ça ne doit pas être tout. Puisque un jour, votre travail peut s'arrêter, on peut connaître une crise, on peut connaître des tonnes de choses. Oui, tout à fait. En revanche, si vous avez créé des liens autour, ceux-là, ils resteront en tous les cas. C'est ce que je pense. En tout cas, écoutez, on finirait sur cette belle note. Je suis tout à fait d'accord. Et en tout cas, merci beaucoup, David, d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir et on dit plein de bonnes choses pour la suite et pour votre entreprise également. Pareillement, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.